TV, chaîne Yeto. Merci beaucoup, nous sommes très heureux de vous retrouver depuis la ville hospitalière de Kisangani. Et aujourd'hui, nous sommes dans un grand format, un format qui accueille, n'est-ce pas, ou qui accorde son hospitalité au professeur Alphonse Mayindo, professeur à l'université Paris 1 et professeur à l'université de Kisangani. Et cette interview s'inscrit dans le cadre du tout dernier scandale qui a été, n'est-ce pas, organisé concernant la perquisition de sa résidence. Et il y aurait, entre guillemets, des présumés M23 et EDF qui seraient hébergés ici par les professeurs selon certaines sources. Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus rencontrer le professeur pour qu'il nous éclaire, pour qu'il éclaire la religion de la population et que la population trouve du calme dans la vie de Kisangani. Nous sommes très contents d'être avec vous. Merci à toi, Didier Bombeto, pour la réalisation. Merci à la coordination d'André Légion-Digbo. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne depuis la ville d'Adélaïde en Australie. Quant à moi, Fidèle Selemani, je vous dis merci et on se retrouve tout à l'heure. Et oui, c'est parti! Excellente nouvelle pour tous les étudiants de la RDC. Ceci vous concerne. C'est parti avec l'agence Elika Travel, votre agence d'espoir et de confiance. Profitez de poursuivre vos études supérieures dans les prestigieuses universités européennes. Elika Travel vous permet de réaliser vos rêves en prenant vos inscriptions dans les universités chypriotes et turquoises. Elle vous offre l'opportunité d'obtenir votre visa d'études dans un délai de 7 jours seulement. Vous réservez une hospitalité dès l'aéroport. Elle vous aide à visiter la ville selon l'université de votre choix. Question pour vous d'admirer la beauté du pays européens. Et ce n'est pas tout. Elle vous aide également à trouver un logement qui vous convient. Nos adresses. Retrouvez votre agence de confiance Elika Travel à Kinshasa sur l'avenue Batetela en face du parking de Pullman dans la commune de la Gombe. Pour tout contact à Kinshasa, 081 074 09 33 082 27 614 62. À Kisangani, 081 681 28 et 30 085 45 40 812. Avec Elika Travel, garantissez votre avenir. Merci. Comme nous le disons tantôt, nous sommes venus rencontrer un cerveau d'acier de la science congolaise. Et aujourd'hui, c'est notre grand invité de Kisangani Buzz TV dans son émission Qui du mieux. C'est le professeur Alphonse Mayindo. Je le répète, je me réitère. Il est professeur à l'université Paris 1 de la France et aussi professeur à l'université de Kisangani. Prof Mayindo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, nous sommes très contents de vous recevoir chez nous. Moi aussi, je suis très content de parler à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Merci beaucoup, Prof Mayindo. Est-ce que nous pouvons avoir la quintessence ou les condensés ici à la résidence, dans votre résidence? Bon, vous savez ce qui s'est passé dans ma résidence, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Dans un état normal, hein, ça aurait jamais dû se passer parce que c'est un montage grossier, c'est un complot qui a été fait et je me suis réveillé si vous voulez, au matin du 10 juin 2022 autour des 4 heures par là. Il y avait des éléments de forces armées, une centaine des éléments lourdement armés qui sont arrivés ici et qui ont encerclé ma résidence et qui ont frappé au portail pour demander au gardien de leur ouvrir. Et bon, le gardien m'a alerté, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je regardais à travers le système de vidéosurveillance, j'ai vu la troupe qui était là. Bon, je ne pouvais pas savoir qui ils sont vraiment, mais même si je vois des tenues de FRDC. Mais j'ai demandé s'ils avaient un document qui les autorisait à venir ici. Ils n'avaient aucun document. Je dis, ben voilà, vous allez rentrer où vous êtes, d'où vous venez, parce que vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un la nuit, et en plus sans document. Même s'ils avaient leurs documents, à 4 heures du matin, je n'ouvre pas à quelqu'un. Parce que la loi dit clairement que pour faire une perquisition chez quelqu'un, il faut avoir un mandat de la justice, et en plus de ça, ça doit se passer durant un certain intervalle de temps. Et en l'occurrence, ça doit se passer entre 5 heures du matin et 18 heures. Alors on était là à 4 heures du matin, donc c'était impossible d'ouvrir mon portail à ces gens-là. Et donc, comme ils insistaient, ils ne voulaient pas partir, je voyais qu'il y en avait beaucoup qui tournaient autour et qui allaient et venaient. Donc, j'ai dit, voilà, ça devient quelque chose de sérieux. Je pense que c'était une blague. Alors, c'est comme ça que j'ai alerté tous mes amis pour leur dire, voilà, je suis encerclé par des forces armées de la République démocratique du Congo.
Et à ce moment-là, je ne savais pas que c'était des éléments de la 31e brigade. Donc je voyais seulement des hommes en uniforme, lourdement armés. Je me demandais ce qui s'est passé. Et puis, certains voisins qui commençaient à sortir, ceux qui se lèvent tôt, ont vu ces gens et ils ont parlé avec eux. Les gens leur ont demandé qui habite ici. Ils leur ont donné non, il n'y a que le prof qui habite là-bas avec sa famille. Et les gardiens qui sont là, et ils ont dit non, parce qu'il a des rebelles ici, tout ça, il les cache, etc. Donc les gens ont dit non, ici, non, on ne connaît pas, s'il y avait des gens, on les aurait vus. Mais ils n'ont pas voulu croire. Après, finalement, après des tractations entre plusieurs amis et les autorités, ils ont entendu la raison pour dire on va faire un mandat. Et donc, ils sont venus signer les mandats ici. La justice a signé les mandats autour de 7h, 7h30, 40. Ce qui n'est pas tout à fait professionnel. Ce qui n'est pas professionnel. Ils sont venus signer ça ici, devant chez moi. Et c'est en ce moment-là, quand ils ont avait donc ces mandats de perquisition de la justice militaire, bon, avec mes avocats, j'avais demandé aussi que mes avocats soient là et qu'il y ait également une présence neutre de la société civile ou de Nations Unies qui soient là pour suivre de près ce qui s'est passé. Donc, comme c'était accepté, donc tout ce monde-là était là. Et j'ai ouvert le portail pour qu'ils rentrent, pour chercher ce qu'ils disaient. Donc, j'ai demandé à regarder les mandats en question. Évidemment, les mandats disaient qu'ils venaient ici, ils ont dit que c'était un hôtel, et que j'hébergeais des terroristes, donc 10 terroristes ADF. Je dis, mais écoutez, vous rêvez ou quoi? D'abord, c'est pas un hôtel. Ensuite, je n'héberge pas des gens chez moi ici. C'est une résidence familiale, privée, où je vis qu'avec mes proches. Ben non, on peut, ok, ça va rentrer. Donc, ils sont rentrés pour fouiller ici. Ils ont fouillé tout en comble. Voilà, même les voitures, et à un moment donné, ils trouvaient toujours rien. Ils ont commencé à fouiller même des enveloppes, des portefeuilles, tout en fait, des casseroles, des assiettes. C'est comme je me demandais, mais est-ce qu'on cache un ADF dans une enveloppe ou dans un portefeuille? Donc je comprenais plus rien ce qui se faisait. Donc voilà, j'ai dit, bon, faites votre boulot. Et ils ont fait ça, ils n'ont rien trouvé. À la fin, ils ont dit qu'ils vont faire venir leur prétendu ADF pour qu'ils disent dans quelle chambre il habitait. Eux, quand ils étaient venus, ils avaient dit que l'ADF en question leur avait dit qu'ils étaient une dizaine ici. 10, pas une dizaine, 10 exactement, avec lui donc, et qu'il logeait dans une chambre 112. Mais ici, c'est des appartements privés, il n'y a pas de chambre numérotée, même les appartements ne sont pas numérotés, parce que c'est pour la famille, donc chaque enfant a son endroit pour rester. Donc, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de numéro. Bon, ça c'était déjà un premier problème. Ils l'ont amené là, il a choisi au hasard une chambre, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, le colonel qui conduisait l'opération, je ne parle pas de la manière dont il nous a traités. Il nous traitait comme si nous étions des moins que rien, comme si on était des grands criminels, avec une telle brutalité et manque de respect inacceptable. Bon, alors, donc on lui demande, monsieur, cette chambre, vous entrez comment? C'est toujours ouvert? Oui, c'est toujours ouvert. Ok. Maintenant, donc vous n'avez pas de clé, non? Pas de clé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette chambre? Vous pouvez nous décrire la chambre. Donc, il a dit les positions du lit. Du lit. Il dit non, les lits, c'est la tête du lit, c'est du côté de la porte ici, et les pieds de l'opposé. C'était vraiment le contraire. Les lits n'étaient pas en cette position-là. Bon, parce que tout le monde venait de faire la visite de cette chambre. Après, vous passez nous ici combien? Il dit on est 2. 2, vous êtes 2? Non, 3. 3, non, 5. 5, non, 8. Bon, voyez-vous, donc, c'était rigolo. Moi, j'ai failli rigoler. Ça. Je dis, mais c'est une farce. Et après, on lui demande, ici, dans cette chambre-là, est-ce qu'il y a des fenêtres? Oui, il y a une fenêtre. Vous pouvez me décrire la fenêtre? Il dit non, la fenêtre en question, elle est tellement haute que quelqu'un qui est dans la chambre ne peut même pas voir à l'extérieur. Moi, je dis, mais ça, tout le monde mais c'est rigolo. La fenêtre est là, même un enfant peut regarder à travers cette fenêtre pour regarder à l'extérieur. Donc, ça devenait. Et puis le colonel, là, comprenant ça, non, on arrête là, on va chez le général. Bon, on est descendu. Et en descendant, avec lui, il y a un collègue prof qui est venu ici, qui est le président de l'association des professeurs de l'Université de Kisangani, qui est arrivé pour s'assurer que c'est ça. On dit, voilà, on a arrêté un ADF et il a dit
ils sont ici 10, ils sont hébergés par les profs. Ils auraient été recrutés à Goma par, je ne sais pas moi, quel messieurs qu'on n'a jamais cité, et que les messieurs en question habiteraient le quartier Motumbe ici, dans la ville de Kisangani, et que ce monsieur-là s'est arrangé avec moi pour que moi, je puisse accorder hospitalité à ces gens ici, dans ma résidence. Bon, et ils avaient dit qu'il y avait une cave, ils n'ont pas trouvé de cave, et rien du tout. Bon, donc, maintenant, les profs, quand ils rentrent, les prétendus ADF, dès qu'ils le voient, ils crient en Swahili, bon, il faut m'arrêter, il ne faut pas me laisser, je suis là. Et puis, il dit, mais comment? C'est mon beau-frère, comment vous l'avez arrêté? C'est un fou, il n'a pas la tête normale, c'est un détraqué, c'est un débile. Voilà. Non, pourquoi vous voulez le défendre? C'est un ADF. Non, je vous dis, ce monsieur n'est pas un ADF, si vous voulez. Est-ce qu'il n'a pas de difficulté de langage? Oui, il a des problèmes de parler. Voilà, je vous dis que je le connais. C'est le petit frère de mon ex-épouse. Alors, donc, les gens, non, vous le défendez parce que vous êtes prof, c'est votre collègue, c'est votre ami. Tout ça, vous le défendez. Non, je ne défends pas. C'est un fou. On ne peut pas dire autrement. Donc, finalement, on est parti. Là-bas, ils nous ont emmenés, ce qui est arbitraire déjà, c'est une détention arbitraire. Oui, exactement. Vous avez fait une pétition, vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez, la pression est libre, vous n'avez pas un mandat d'arrêt. Donc il fallait les laisser. Alors ils ont prétexté que le général voulait me voir probablement pour présenter ses excuses, ce qui n'était pas le cas. Quand on est arrivé là-bas, il nous a presque séquestrés, on était là, on était à sa merci, et il a commencé à me sermonner comme pas possible. Voilà, moi j'ai bloqué les processus de perquisition. Pendant plus de 3 heures, j'ai bloqué, je ne les ai pas autorisés à venir ici pour me permettre de faire fuir les ADF et les armements, tout ce qu'ils avaient ici, tout ça, j'ai fait ça pendant 3 heures. En même temps, dans son propre raisonnement, il ajoute que, heureusement, malgré la résistance qu'il a voulu, il n'a pas voulu ouvrir, mes hommes avaient encerclé depuis très longtemps toute la parcelle. Non, mais écoutez, si les hommes ont encerclé, mais comment on pouvait encore faire sortir les gens et les armes et les clandestinement pendant que l'armée était là? Ce qui semblait un raisonnement véritablement tiré du bout des cheveux qui ne marchait pas. Il a commencé à parler. Bon, on écoutait, on a vraiment rien dit. Il a commencé à dire, voilà, vous êtes quel type d'universitaire, quel type d'intellectuel. Vous avez alerté le monde entier, sauf le pape et les présidents américains, alors que nous, on fait notre boulot, nous sommes des professionnels et tout ça, etc. Je dis, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas, je n'ai pas dit, parce que je n'en veux pas le droit de la parole là-bas, mais on ne peut pas venir chez quelqu'un la nuit sans aucun mandat et vouloir rentrer. Nous sommes dans un pays où nous avons des droits qui nous sont garantis par la Constitution. Très bien. Voyez-vous, et les accords que l'État a signés avec dans les accords internationaux qui garantissent les droits humains. Donc je ne peux pas accepter n'importe qui chez moi et la nuit en plus. Si vous venez la journée avec un mandat, je vous laisse entrer. Et c'est ce que j'ai fait lorsqu'ils sont venus. Lorsqu'ils ont amené un mandat, on était déjà en plein jour, dans les heures normales de perquisition. Je les ai fait rentrer, je n'ai rien à me reprocher. Alors, parce qu'ils commençaient à dire, non, pourquoi vous aviez refusé, vous reprochez. Non, je ne reproche rien, moi. Alors, donc, maintenant, il s'avère que c'est un complot. Maintenant, j'ai entendu dire par des gens dans la rue, dans les réseaux sociaux, que finalement, ils ont dit qu'ils ont mis en place, ils ont demandé à l'ANER voilà, de rechercher le comploteur qui ont fabriqué cette histoire. Mais les comploteurs, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes les comploteurs. On va l'encore chercher qui? Il faut alors une vraie commission indépendante. C'est ce que moi j'exige, qu'il y ait une commission indépendante avec des experts qui vont faire vraiment des investigations sérieuses en toute indépendance et qui vont établir les responsabilités des uns des autres et aussi les faits, le rôle que chacun a pu jouer et faire des recommandations nécessaires pour qu'il y ait une justice, une réparation vis-à-vis de tous les préjudices que j'ai subis et avec aussi les gens, certains de mes voisins ici qui ont subi également des préjudices. Et je suppose aussi que les prétendus fous là, avec sa famille, sont dans la même logique, qui vont exiger de l'État congolais justice et réparation parce qu'ils ont été victimes. Imaginez
ils auraient été, la population serait partie chez eux là-bas à Mango, parce qu'ils habitent à Mango, pour les agresser, soi-disant que leur enfant était un ADF. Et moi, ici, j'ai été caillassé et tout ça. Et ça causerait autant de préjudices. Voilà. Donc, mon honneur a été souillé, si vous voulez, ma réputation a été salie. Ça doit être réparé, sans compter les traumatismes que j'ai dû subir. Il y a donc de réparations à faire. Et l'État, avec tous ses responsables qui n'ont pas été professionnels, doivent répondre de ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est cela, si vous voulez, le sens du combat que je vais mener maintenant. C'est qu'il y ait une justice et une réparation vis-à-vis de ces gens qui n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire de manière professionnelle. Merci beaucoup, prof. Tantôt, vous veniez de dire qu'il faudrait, en tout cas, trouver une commission indépendante pour mener à bien les enquêtes. Est-ce que vous faites confiance à cette commission, si ce sont eux-mêmes qui sont à la base de cette histoire? C'est pour ça que je disais que je ne peux pas accepter un rapport d'une enquête qui est faite par l'ANER ou quel autre service de l'État, parce qu'ils étaient tous là pour venir faire ces affaires-là. Donc, pour moi, une commission indépendante, ça devait comprendre des experts reconnus pour ça, qui devraient avoir également, parmi ces experts-là, il doit y avoir des personnes neutres, extérieures, qui ne dépendent pas du gouvernement congolais, qui ne dépendent pas de la justice congolaise, ni encore moins de l'armée ou de l'ANER. Alors, ces gens-là seraient donc neutres et pourraient établir les responsabilités des uns et des autres. Parce que là, ce que moi je crains, avec une telle commission, des enquêtes qu'ils sont en train de faire là, ce sera pour créer encore d'autres fausses victimes. Voyez-vous, d'autres faux comploteurs, je vais dire, ils vont créer encore de nouvelles victimes. Je suis déjà victime. Les messieurs là, Maurice et sa famille, sont aussi des victimes. Donc, on va encore ajouter une liste de victimes avec d'autres gens qu'on pourrait fabriquer comme étant de comploteurs. Non, donc on ne veut pas ajouter. Je n'ai pas besoin qu'on ajoute de nouvelles victimes. Je veux que ce soit les vrais auteurs qui répondent de leurs actes et non pas des faux comploteurs. Exactement. Merci beaucoup, prof. Je pense que vous êtes en train de nous suivre partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Adélaïde, vous êtes à Paris en train de suivre cette interview que nous avons accordée au professeur Alphonse Mayindo. Bien sûr, nous sommes dans sa résidence où la perquisition a été faite. Alors, prof, au regard de tout ce qui vient de se passer, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une dernière sortie médiatique où vous parliez de la guerre des 6 jours, des propos que vous avez tenus ne seraient pas à la base de ces acharnements? Bon, évidemment, il y a, d'après ce que je sais, ma liberté de penser, ma liberté de parole et ma liberté d'expression, ça dérange plus d'un, d'après ce que je peux comprendre. Mais ils ont donc décidé de me museler, de me faire taire. Peut-être même au sens j'allais dire, propre du mot, c'est-à-dire me m'ôter la vie. Ce qu'ils étaient capables de le faire. Si j'avais osé seulement leur ouvrir la nuit là, la porte de ma résidence, il se serait créé beaucoup d'histoires. Dieu sait ce qui me serait arrivé. Une balle perdue serait vite arrivée pour dire non, voilà, il a tenté de résister et voilà, il y a eu des affrontements entre ces hommes et nos hommes et tout ça, et c'est comme ça qu'il est décédé. Tout serait possible. Ils auraient pu aussi ramener des armes ou d'autres effets militaires pour déposer ici, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Hein. Ils ont fait ça contre Maître Firmin Yangambi ici, de Kisangani. Ils ont fait ça aussi contre Koutinou à Kinshasa. Ils ont des habitudes qu'ils ont des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, et moi, donc je suis conscient de ça. Et je sais que mes opinions, mon expression, c'est ça qui fait problème ici. Et ce n'est pas un hasard que ça se passe, si vous voulez, juste quelques temps après que j'ai fait une conférence sur de commémoration du 22e anniversaire de la guerre des 6 jours. Une guerre qui a vu s'affronter dans cette ville de troupes rwandaises et de troupes ougandaises et qui a détruit pas mal de vies humaines et qui a fauché les vies des gens, qui a détruit le bien des gens. Il y a des gens qui se sont retrouvés handicapés, qui ont perdu un bras ou une jambe, sans compter les traumatismes psychiques et tout ça. C'est pratiquement tous les Boyomais de cette époque-là qui ont été victimes en termes de traumatismes psychologiques et autres. Et donc, il faut une réparation. Et c'est ce que j'ai demandé à cette conférence-là. Il faut qu'il y ait une justice pour les victimes, qu'il y ait une réparation. Et je ne pouvais pas comprendre que nos autorités congolaises restent muettes sur la question, au lieu de poursuivre, d'entreprendre tout ce qui est nécessaire. Notamment en demandant un tribunal pénal international qui connaîtrait de ces litiges-là, parce qu'il y a des auteurs qui sont donc internationaux, c'est des crimes internationaux. Nous, les Congolais, on n'a pas les moyens de les poursuivre, donc il fallait le faire.
et que je ne comprenais pas pourquoi l'État ne le faisait pas. Parce que partout où nous faisons le plaidoyer, on nous dit c'est à votre gouvernement d'écrire. Oui. Pourquoi on ne peut pas écrire une lettre de quelques lignes? Et c'est ce que j'ai dit dans cette conférence-là. Je dis que ces gens-là, les criminels en question, ou en tout cas les présumés auteurs de ces crimes que nous déplorons pour Kisangani ici, sont en fonction, c'est qu'ils librement, ils sont dans l'armée, dans la politique, ils sont dans les institutions publiques, des hauts fonctionnaires et tout ça, et occupent des hautes responsabilités, aussi bien en province qu'à Kinshasa, au Rwanda, en Ouganda, tout ça, et ils sont là, libres et tout ça. Et on ne peut pas continuer à avoir ça. Et ils nous narguent, nous tous on les connaît, c'est ce que j'avais dit. Et probablement, si vous conciliez ça, vous reliez ça à d'autres propos que j'ai tenus dans d'autres circonstances, ou sur d'autres chaînes de radio, de télévision, dans des interviews, dans d'autres conférences, certainement que tout ça, ça met les gens mal à l'aise. Mais mon travail en tant qu'intellectuel, c'est quoi? C'est d'éveiller la conscience des gens. C'est de porter ma voix pour défendre des causes. Tout à fait. Comme le disait d'ailleurs tous ceux qui ont je ne sais pas si vous connaissez celui qui a écrit J'accuse, voyez-vous, Émile Zola. Émile Zola, oui. Émile Zola qui a écrit J'accuse. Il y avait Dreyfus qui avait été accusé faussement d'avoir encaissé un officier militaire français qui avait été accusé faussement. Tout le monde l'accusait. Et lui, il a dû prendre son courage contre tous pour dire non, j'accuse la société, j'accuse tous ceux qui font. Donc, Dreyfus, il est innocent. Et effectivement, il a été réhabilité après qu'il n'était pas très coupable de ce dont on l'avait accusé. Et moi, sincèrement, je suis dans la lignée d'Émile Zola et je ne peux pas taire, je ne peux pas garder. Donc, j'utilise ma notoriété, ma réputation, mon savoir au service d'une cause. C'est la cause des droits humains, c'est pour la bonne gouvernance, c'est pour que les pays fonctionnent bien, qu'on assure le développement, que les gens vivent heureux. Nous avons tout pour être une grande nation. Nous avons tout pour vivre heureux, que les gens nous envient. Tous les États du monde devraient nous envier ici. Nous sommes un paradis. Nous sommes un paradis terrestre, sur le plan climatique, sur le plan forestier, sur le plan des ressources naturelles, sur le plan des ressources humaines. Voyez-vous, nous avons tout pour être heureux, pour être les plus forts. Nous sommes appelés à une grande destinée. Mais pourquoi nous sommes à la traînée, à la risée, y compris des petites nations, des petits pays? Même c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Nous avons en place un système que moi j'appelle le système Corbillard, avec des gens qui l'animent, qui sont des croque-morts, qui apportent la mort tout le temps. Et depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes personnes sont là et ils continuent à s'aimer la mort. Et il faut donc qu'on combatte ces gens-là, et qu'on combatte ce système qui est mis en place par les croque-morts, et qu'on puisse finalement mettre un terme au règne de ce système là. Et pour y arriver, je pense que un des moyens, en tout cas un des chemins pour nous, oui. Et c'est en ce moment-là que je rejoins les professeurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour dire qu'il faut que nous, Congolais, on puisse se mobiliser comme un seul homme pour avoir un tribunal pénal international qui connaîtrait de tous les crimes qui ont été commis ici, notamment une partie seulement qui est répertoriée dans les rapports dits rapports mapping. Et c'est ça notre cheval de bataille. Et je sais que ça dérange beaucoup de gens. Ils n'aiment pas entendre parler de ce rapport mapping parce que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui aux affaires dans l'armée, les services de sécurité et autres sont... Il figure sur la liste, oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mayindo. Je pense que vous êtes en train de nous suivre de partout et la réaction, elle est très vive puisque c'est inacceptable. Et nous avons tous compris que c'est une histoire montée de toutes pièces et ça, c'est inacceptable dans un pays aussi démocratique que le nôtre. Alors, prof, nous sommes en train peut-être de chuter pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un message à adresser aux ONG des droits de l'homme qui vous ont accompagné tout au long de cette difficulté? Alors, si vous voulez, moi, le message que j'ai adressé, ce n'est pas seulement aux ONG des droits de l'homme. J'ai un message de remerciement que je voudrais adresser à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu pendant cette rude épreuve, qu'il s'agisse des individus, des organisations, qu'il s'agisse de personnalités ou qu'il s'agisse des gens ordinaires, qu'il s'agisse des anonymes ou des gens bien réputés, tout ça, dans les institutions internationales
donc des diplomates, de membres de gouvernement national et d'autres gouvernements étrangers qui m'ont soutenu, des organisations de la société civile congolaises, boyomaises, des collègues profs, des collègues des services, des collègues d'église, donc des frères d'église, et ma famille, tous les amis et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien et qui n'ont jamais cru un seul instant à ces grossiers montages que je pouvais faire ce genre de choses. Parce qu'ils me connaissent, ils savent qui je suis. Je suis un patriote, moi. Je n'ai jamais trahi le Congo, je n'ai jamais trahi ma conscience, je n'ai jamais trahi mes valeurs et mes convictions. Et je ne trahirai jamais. Je vais rester toujours le même et je vais continuer à me battre. Si les gens ont pensé qu'en faisant ces montages, ils vont me faire taire, ils se sont trompés éperdument. Au contraire, ils m'ont donné encore plus de raisons pour me battre encore plus, pour défendre, pour déhausser ces flambeaux. Donc je suis déterminé aujourd'hui plus que jamais à parler encore plus fort pour toutes les petites victimes qui meurent chaque jour parce qu'ils sont accusés faussement et ils n'ont pas la possibilité comme moi de pouvoir se défendre, se protéger contre cette machine infernale qui nous broie de ce système corbillard. J'ai dédié donc, si vous voulez, cette émission à tous ces gens-là pour leur exprimer toute ma gratitude. Il n'y a pas de mots assez forts pour leur dire merci. Et je voudrais aussi, si vous voulez, par cette occasion, dire en particulier un mot aussi à tous ceux qui ont fait ce complot. Je leur dis une seule chose. Vous ne pouvez pas continuer à faire le mal impunément. Il est encore temps de vous repentir pour vous mettre au service du bien, au service de votre population, au service de votre nation, de votre ville, de votre province, notre ville, notre province, notre nation. Un gouvernement n'est pas fait pour tuer ses enfants. Les politiques ne sont pas faits pour détruire la vie. Les politiques sont faits pour donner la vie. Sinon, ça devient nécropolitique. Or, nous prenons plutôt de la biopolitique, c'est-à-dire une politique qui donne la vie, du biopouvoir, un pouvoir qui donne la vie. Et donc, je les invite à la repentance, à demander pardon. Voyez-vous, et j'attends toujours, j'ai demandé à ces gens, ne fût-ce que faire un communiqué pour simplement dire que nous avons fait une erreur, nous nous sommes trompés, et voilà, on s'excuse beaucoup, et voilà, et pardonnez-nous. Pourquoi les gens n'ont pas le courage de reconnaître qu'ils ont tort, qu'ils se sont trompés et qu'ils ont voulu faire du mal à un innocent et qu'ils ont paralysé toute une ville à cause de leur manque de professionnalisme, à cause de leur haine, à cause de leur jalousie. Voyez-vous? Et ce sont des choses graves. Et ça, on ne peut pas gouverner une nation avec une ville ou une province avec un tel état d'esprit. Et c'est pour ça que j'appelle ces gens-là à se repentir. Parce que finalement, que disent les Écritures saintes? Toute arme forgée contre vous se retournera contre ses propres auteurs. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça va retourner contre eux. Même s'ils arrivent à échapper, si par chance, ils arrivaient à échapper à la justice humaine, ils ne pourront jamais échapper à la justice divine. Elle est implacable. Très bien. Merci beaucoup, prof. Nous sommes suffisamment éclairés. Nous disons merci à toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie tout au long de cet échange avec ces grands cerveaux, avec ces grands messieurs de la République. Un homme qui a mis son savoir au service de la population et qui continue sa lutte sans désemparer. Prof, nous vous remercions de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et aussi, nous disons merci à tout le monde qui a facilité que cette émission ait lieu aujourd'hui. Merci à toi, Jean-Dédié Kilima. Je te retrouve d'ailleurs tout à l'heure. Merci à toute l'équipe de Kumbo Show, déjà Kisangani. Merci beaucoup. On s'y retrouve un peu prochainement. Au revoir. Kisangani Bas TV, chaîne Yeto.